Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la CRTV, toutes les antennes et plateformes numériques confondues. Merci de nous retrouver pour cette deuxième tranche d'information, une édition spéciale à l'occasion de la tenue à Yaoundé depuis ce matin des travaux d'un sommet, le sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique centrale, la CEMAC. Vous avez suivi avec nous en direct en fin de matinée l'ouverture solennelle de ces travaux qui se déroulent au Palais de l'Unité. Le président Paul Biya et le président Faustin Archange Touadéra, président en exercice et président de la conférence des chefs d'État, ont reçu leur père pour échanger sur la situation économique de la sous-région CEMAC, des travaux qui se sont déroulés, qui se déroulent encore à huis clos, mais nous vous rejoignons pour vous faire vivre les derniers grands moments de ce rendez-vous communautaire. Bon après-midi, Benet. Good afternoon to you, Evelyn. Ladies and gentlemen, welcome back. We are still covering the extraordinary session of heads of state of the CEMAC region that started very early, started earlier today, not very early, earlier today. Of course, you know that 4 presidents, 1 prime minister and 1 minister of state of finance are attending the meeting. When we left off, they were in their close-up session or in-camera session. Of course, Ashu Nyenti and Eve Mark Mejo announced that they were going to have a launch. It was going to be lunchtime, and they will come back to discuss and get the last conclusions to the key issues really affecting the macroeconomic situation of the region. Well, we are back now, Evelyn and I, to be able to carry you through the last moments of this session, and especially the resolutions that we all are waiting for. And we have a different guest this time, Evelyn. Nous sommes honorés évidemment de la présence sur ce plateau d'un invité de poids, le professeur Viviane Ondoa Biolé, directeur du programme de formation, de gestion de la politique économique, un programme logé à l'université de Yaoundé 2. Il me semble, professeur, bon après-midi. Bon après-midi, Evelyne, et merci pour l'invitation. Vous avez tout à fait raison, c'est un programme qui est logé à l'université de Yaoundé 2. Il faut dire que c'est un programme qui avait été mis en place dans les années 99, justement par les bailleurs de fonds en pleine crise. Et vous vous souvenez bien, il était question d'accompagner justement la formation des hauts cadres en politique économique pour accompagner les réformes économiques qui avaient cours et qui continuent d'avoir cours. Donc ce programme de formation continue de former les hauts cadres et je pense que l'actualité l'interpelle également de ce point de vue. Et des réformes, nous allons en parler beaucoup sur ce plateau en attendant que les chefs d'État reviennent de leur huis clos. Nous allons évoquer la situation de cette sous-région et revisiter les grands enjeux de la rencontre de Yaoundé. C'est le 3e sommet extraordinaire qui se tient depuis le début de l'année, après celui du mois de février et d'avril 2024. Ces 2 précédentes rencontres qui s'attelaient plutôt à conforter les réformes engagées au sein de la communauté. Aujourd'hui, la question de la stabilité économique de la région est en jeu. Est-ce que vous êtes inquiète, professeur, pour la sous-région? Très inquiète, mais en même temps également optimiste. Parce qu'en réalité, il faut bien garder l'optimisme puisqu'il faut bien continuer de travailler. Inquiète pourquoi? Parce qu'en 2016, lorsque nous avons eu le dernier sommet, nous avons été conviés à la préparation de certaines réformes de manière technique, au plan technique tout au moins. Et il faut dire qu'il y a un document qui avait été élaboré qui présentait les différents sentiers et les différents chantiers de réforme. Ces réformes ont été identifiées depuis 2017. Ces réformes sont mises en œuvre. Nous avons également eu le privilège de participer à toutes les revues. Et cette fois-là, en tant que membre de la société civile, que le Fonds monétaire rencontre à la suite de toutes les revues, parce qu'il faut dire qu'il y a une large communication après toutes les revues. Donc, nous, il y a un suivi que nous avons effectué depuis 2017, j'ai envie de dire minute by minute. Et 7 ans après, lorsque nous revenons encore face à cette crise, on se dit qu'il y a quand même quelques points d'attention, de vigilance qui méritent qu'on soit inquiet. Mais en même temps également, heureusement d'ailleurs, il y a des voies de sortie. Et moi, je pense que ce sont ces voies de sortie-là qui devraient être au goût du jour parce que dans tous les cas, ça va nous demander une discipline particulière. Et je pense qu'on ne devrait pas s'en défaire. Maybe we ask the question in a very simple manner. Is it very bad or it is in a situation which, can be adjusted? Because a lot of people may think that, Lord, this is very bad. It means that we are dropping.
How is the situation to you? How easily will you describe the situation, the macroeconomic situation of the region? Peut-être au-delà de mon point de vue, quand les chefs d'État se rencontrent, que c'est grave. Quand même, il faut dire qu'ils se rencontrent pour prendre des décisions à un certain niveau. Ça veut dire que ça y a dépassé le niveau des acteurs techniques. Il faudrait donc à un moment donné que les actions, ou tout au moins les décisions politiques soient prises. Et lorsque les décisions pour donner politiques... l'impulsion. Au-delà de donner l'impulsion, pour revoir les trajectoires. Parce qu'il faut dire que si c'était les mêmes trajectoires, on n'aurait pas besoin des chefs d'État. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, moi j'ai suivi le discours du président de la République qui rappelait quand même qu'il y a eu baisse des réserves au niveau de la sous-région et qui justifiait ce sommet. Donc quand chef d'État le disent, avec ses pairs, dans tous les cas renchéris par le président Touadéra, ça veut dire qu'eux-mêmes ils prennent la mesure de la situation. Donc ma petite opinion ne suffirait pas à justifier que ce soit grave. Je crois que la présence de ce sommet et la déclaration, disons les déclarations des chefs d'État indiquent que la situation est grave. Is it very, very bad? I don't know, but c'est préoccupant. C'est préoccupant. Bemen Boumagana, peut-être pour l'attention de nos téléspectateurs qui n'étaient peut-être pas avec nous depuis ce matin, revisiter les enjeux de ce sommet extraordinaire. Of course, we said it that there is a decline of foreign exchange reserves. We talked about the rise in public debt. We talked about the slow economic growth in recent years. We talked about the very fact that there's been disruption and weaknesses in some countries in meeting some of the objectives. And these are the issues that the heads of states are addressing. Charles Ibone comes back to these stakes and these challenges and presents them to us in this paper. About 60 million people live in the single currency 6 member states economic and monetary community of Central Africa, whose economies are hugely dependent on petroleum resources as a key financial engine to power development. L'institution régionale, donc, the regional institution, CEMAC, plays an important role in the implementation of certain projects like infrastructure. Intégrateur sur le plan des infrastructures. Officially, the extraordinary summit held in Yaoundé fits the same financial environment of the last gathering in the same Cameroonian capital 8 years ago, a situation of sub-regional nosediving reserves. Coronavirus pandemic is receding, so most countries are picking up after that. But just when people thought they were out of, some kind of turbulence, then we had the Russia-Ukraine squabble, which is almost turning into a full-blown war. It sent prices very high, and then, oil prices went up, food prices went up, fertilizer prices went up, which contributed to inflation, which hasn't been receding as much. The inherent risks, such as rising debts and inflation, disruptions in the global supply chain caused by shocks like the wars in Eastern Europe and the Middle East, tax leaders to meet for community-based solutions. Ce qui est fondamental, je dirais, c'est... What is fundamental, I would say, is the type of reforms needed in the sub-region to unpack certain barriers in areas like free movement and custom duties. Les questions de barrières non tarifaires. Especially in the Central African sub-region where you have Equatorial Guinea and Gabon, those are all oil or natural resource-rich countries. So all these external and external pressures, especially on the oil prices, contribute significantly to what those countries can do in terms of their output. Yaoundé, the lead market in the zone with almost half of the business transactions, will once more assume the leader role to galvanize the implementation of policies to thwart any major pain-causing occurrences in these moments of rapidly fluctuating markets. Nous sommes sur la CRTV dans une programmation spéciale en ce jour tout aussi spécial pour la sous-région Afrique centrale. Les chefs d'État sont réunis au palais de l'Unité à Yaoundé. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le président Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la CEMAC, le président Théodore Obiangema Mbazogo de la Guinée équatoriale, le président Paul Biya du Cameroun, le premier ministre du Congo, Colline Makosso, et le ministre d'État, ministre des Finances du Tchad réfléchissent depuis le début de cet après-midi sur les points de fragilité qui menacent l'économie de la sous-région. Professeur Ondoa Biolé, on a beaucoup parlé de la problématique des réserves de change. Est-ce que vous pouvez expliquer en français facile ce que recouvrent ces notions de réserve de change et pourquoi cela prend une importance vitale, on va dire?
Déjà, avant même d'expliquer, il faut quand même se souvenir de l'histoire. Parce que apprécier la situation actuelle sans penser à l'histoire, ce serait quand même aussi manquer de vigilance. Parce qu'il vous souvient que nous sortons d'une grande crise 1980-2000. Et il faut dire que les économies d'Afrique centrale n'ont pas véritablement déjà absorbé tous les chocs justement de ces crises-là. Donc, ce sont des économies qui restent très fragiles et qui restent donc très sensibles également aux chocs. Il vous souvient également, pour parler de quelques chocs, vous savez, lorsqu'on parle de chocs, nous avons des pays qui sont très dépendants des coûts des matières premières. Et donc, de ce point de vue, chaque fois qu'il y a variation, voilà, chaque fois qu'il y a variation sur le marché international, ces pays également prennent un coup. Il vous souvient également que nous avons connu la grande crise de la Covid. Parce qu'il ne faudra pas quand même oublier cet épisode-là. En 2020-2021, nous sommes même passés en décroissance. Du fait justement de cette crise, pas seulement l'Afrique centrale, mais presque tous les pays. Alors, au regard justement de ces différents chocs, on se rend compte que les économies restent très fragiles et n'absorbent pas toujours les chocs qui sont présentés, mais bien plus encore. Lorsque vous voyez l'histoire de ces pays, vous vous souvenez également que nous avons eu, en 2006, si je prends le cas du Cameroun, un traitement de la dette, une remise de la dette, et les autres pays un peu plus tôt que 2006, mais sauf que 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2016, les pays de la CEMAC sont retrouvés à nouveau en difficulté. Ça, c'est 2016. 2017, c'est un pays rentré sous programme. Vous savez que d'autres pays ne sont pas rentrés sous programme pour des raisons relativement évidentes. Je pense au Tchad et maintenant au Gabon. Mais nous avons observé pendant cette période, effectivement, que certains pays ont engagé des réformes, notamment les pays qui étaient sous programme, le Cameroun. Vous savez, il y a 3 pays sous programme sur 6, le Cameroun, la République centrafricaine et le Congo. Alors, ce que nous avons observé, ou bien ce qu'on observe en 2024, c'est-à-dire après le sommet de 2016, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait baisse des réserves de change. En 2024, j'ai envie de dire, pour avoir lu le dossier de presse, qu'il est rappelé que la situation de 2024 ressemble un peu en termes de données à celle de 2016. Alors, qu'est-ce qu'on observe en 2024? Pour revenir à votre question, on observe que l'endettement est très élevé. Donc, c'est d'abord une crise de l'endettement. On peut dire, en analysant les données qui sont présentées, qu'il y a 3 variables qui peuvent justifier ce constat. C'est la crise d'endettement. C'est également quelques dérapages budgétaires, parce qu'il faut qu'on se le dise quand même. Et puis, bien évidemment, quelques problèmes de gouvernance. Alors, quand on prend l'endettement, pourquoi l'endettement pose problème? Actuellement, au niveau de la sous-région, la moyenne de l'endettement est de 53%. On est en deçà des 70%. Mais vous imaginez quand même que 70%, arriver à 70%, c'est la mort en fait. Déjà dépasser 50%, c'est déjà la lettre en fait. Et surtout que le rythme d'endettement est très rapide. Et ce n'est pas que ça. Le rythme d'endettement est rapide pour une croissance qui est faible. C'est vrai, après 2021, après la Covid, on a connu une croissance positive, mais cette croissance est de 3,6% en 2024. Alors, donc, professeur, je vous interromps pas juste pour mieux comprendre. Est-ce qu'on peut ramener ça à l'échelle humaine et de se dire que c'est comme quelqu'un qui s'est endetté, voilà. Après jusqu'à plus de la moitié de ses revenus. De ses revenus possibles. Et alors, ce qui est intéressant, ou bien ce qui est inquiétant, c'est il y a 2 dettes. Il y a la dette intérieure et il y a la dette extérieure. Alors, si nous prenons la dette intérieure, qui est actuellement aussi élevée, à près de 25%, il faut dire que c'est quand même élevé au niveau de la moyenne sous-régionale. Cette dette intérieure inquiète, pourquoi? Parce que lorsque, si je prends le cas de l'État, l'État n'arrive plus à rembourser, par exemple, ses dettes auprès des fournisseurs, et que l'État, à un moment donné, accumule la dette intérieure, vous imaginez bien que ces fournisseurs, qui sont des investisseurs, ont pris de l'argent au niveau des banques. Les banques ont mobilisé l'épargne domestique, donc notre épargne, et imaginez que la dette ne soit pas remboursée. Il y a une pression qui est faite au niveau du système financier. Et on le sent déjà de plus en plus. Et donc du citoyen. Et donc du citoyen. On ne va quand même pas arriver à un moment donné où vous avez l'argent dans le compte, mais vous ne pouvez pas avoir l'argent dans le guichet, au niveau du guichet. C'est pour ça que la dette est importante. Donc le fait qu'on ait une dette intérieure importante fait pression sur le système financier. Et bien plus encore, si nous avons un système financier qui s'est engagé dans la dette souveraine, c'est-à-dire les titres de l'État, et que l'État n'arrive pas à rembourser, il faut dire que les banques ont mobilisé la dette domestique. Et donc, de ce point de vue, la pression va se faire un peu plus forte. Donc, on a un risque, en réalité, au niveau du système financier qui va vous toucher, qui pourrait nous toucher nous tous. Et il faut également rappeler que le Fonds monétaire révèle que dans la sous-région, il y a 40% de banques qui ne sont pas à jour en ce qui concerne la couverture des fonds propres. La couverture des risques. Des risques. Et donc, de ce point de vue, la dette est aussi importante. Ça, c'est au niveau intérieur. Et vous voyez que la dette intérieure fait pression sur le système financier et la dette extérieure encore plus, parce qu'on paye la dette extérieure
avec des devises. Donc vous imaginez bien que le coût de la dette allant s'élevant, parce qu'il faut dire que plus la dette s'élève, plus le coût est élevé et on paye en devises. C'est ce qu'on appelle le service de la dette. Le service de la dette est donc élevé et il faut aller chercher dans les réserves. Et donc progressivement, on va donc pensionner sur les réserves. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des pays qui sont en cessation de paiement. Je ne voudrais pas les nommer, mais c'est d'abord un enjeu également de l'interdépendance. C'est comme les vases communicants, l'interdépendance entre les différents pays. Donc c'est là que se situe en fait le nœud gorgien, c'est-à-dire que pour rembourser la dette, on va jusqu'à toucher aux réserves. Tout à fait, puis on paye la dette avec les réserves. Et surtout que la croissance n'est pas très élevée. Parce que la croissance nous permet d'avoir consommer. Permis d'équilibrer. Voilà, tout à fait. Et déjà, il faut consommer. Il faut déjà dire qu'on s'endette déjà pour consommer. On s'endette encore probablement pour payer la dette. Je dis, nous sommes là dans une trajectoire qui est une trajectoire difficile à soutenir à long terme. In this case, in this meeting that the presidents are holding, what are some of the likely recommendations or resolutions in this particular area? Because if they start touching the foreign exchange reserves, then it becomes really critical. So what are likely going to be some of the solutions or resolutions that they're going to be proposing? Peut-être avant des solutions, revenir un peu sur les dérapages budgétaires, parce qu'il faut dire qu'il y a des décisions qui ont été prises dans certains pays qui ont un impact lourd au niveau des réserves de change. On a vu le Gabon qui a payé par anticipation son eurobond en utilisant l'épargne domestique, bien évidemment, en prenant sur les réserves. Donc on se rend tout de suite compte qu'il y a baisse des réserves. On a également le Congo qui a procédé au reprofilage de sa dette, on rallonge la dette. Alors quand on rallonge la dette, ça veut dire qu'on ne rembourse pas, ça veut donc dire que les réserves qui auraient pu être constituées du fait du remboursement ne sont pas effectuées. Et là, ce sont des solutions pour gérer sa dette. Pourquoi est-ce qu'elles deviennent un problème? Ce sont des solutions internes qui permettent effectivement d'avoir une marge de manœuvre budgétaire, mais qui ont un impact sur les réserves. Mais qui ont un impact sur les réserves. Alors la préoccupation, moi je pense, c'est le niveau des réserves. Alors quand on voit les chiffres qui sont avancés, on nous dit sans l'appui du Fonds monétaire international, nous sommes à 2,1 mois de réserve de change, c'est-à-dire qu'on peut tenir 2,1 mois. Avec l'appui du FMI, nous sommes à 4 mois. Alors, on comprend mieux, est-ce qu'on comprend mieux la politique de la banque, de la BEAC, justement, d'essayer de contenir et de resserrer un peu les conditions de sortie des devises? Est-ce que ça rentre dans... Ça rentre dans cette problématique-là. Il faut éviter effectivement que les devises nous sortent. C'est pour ça que tout ce qui est fait en devises, dans tous les cas, impacte sur les devises de la sous-région. Toutes les décisions, même de souveraineté, parce qu'il faut dire que ce sont quand même des décisions de souveraineté, impactent également au niveau de la sous-région. Je pense qu'il y a une préoccupation de prise de conscience des décisions qui sont prises et de leur impact, pas seulement pour son pays, mais au niveau de la sous-région. Alors justement, on va aborder Belén Bouma Gana, l'une des autres actions menées au niveau de la Banque centrale, le rapatriement des devises. Which is a very, very important item. We're just getting it as Prof is talking about it. So let's get to find out. Marie-Laurence K is looking about, bringing it back, getting everything back in our own advantage to see how much we can get out of this situation, which is, near quagmire. So let's follow this report by Marie-Laurence K. Dans la zone CEMAC, les industries extractives occupent une place centrale dans l'économie, représentant l'essentiel des exportations. Pourtant, le taux de rapatriement des devises reste alarmant. Seulement 35% des recettes générées retournent dans les banques locales, selon les chiffres récents de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le faible taux de rapatriement des devises fragilise non seulement nos réserves, mais entrave également la mise en œuvre d'une politique monétaire adaptée aux besoins de la région. Cette situation résulte de plusieurs facteurs. D'abord, les clauses contractuelles des multinationales leur permettent souvent de conserver une grande partie de leurs revenus dans les comptes à l'étranger. Ensuite, les administrations locales manquent de moyens pour suivre efficacement les flux financiers. Il faut davantage les mettre à jour sur les différentes normes en ce qui concerne le rapatriement des fonds. Mais surtout, nous devons éduquer ces entreprises et organisations internationales sur les incitations pour l'investissement au Cameroun. S'ils connaissent les incitations, ils vont investir davantage au Cameroun dans divers projets. Deuxièmement, nous avons des lois qui sont déjà mises en vigueur. Nous devons implémenter ces lois et aussi communiquer les résultats des suivis avec ces organisations. Nous devons revenir à
un reporting un peu plus régulier. La BEAC et les États membres doivent travailler ensemble pour renforcer la réglementation et garantir une meilleure gestion des devises. La BEAC doit travailler davantage avec ces entreprises pour que nous avons des rapports mensuels ou annuels sur exactement quelles sont les activités financières en termes de répatriation ou en termes d'investissement. Le rapatriement des devises est bien plus qu'une question technique. Il représente un levier stratégique pour transformer les richesses naturelles en véritables outils de développement pour les populations. Le destin de plus de 63 millions d'habitants de la sous-région Afrique centrale va se décider dans quelques instants. Nous sommes toujours en attente de la fin du huis clos des chefs d'État réunis au palais de l'Unité à Yaoundé pour réfléchir aujourd'hui dans le cadre du sommet extraordinaire de la CEMAC sur les voies de sortie pour éviter le pire à la sous-région. L'économie va mal et nous essayons depuis quelques minutes de comprendre les enjeux de cette rencontre et peut-être de projeter des solutions pour sortir de cette zone de fragilité avec le professeur Viviane Ondoa-Biolé, directeur du programme de formation de gestion de la politique économique. Professeur, à côté des éléments, des indicateurs que vous releviez tout à l'heure, on a parlé de l'endettement, de la réserve, des réserves de change. Mais on parle aussi de certaines, on va dire, de la gouvernance. Vous l'avez cité comme étant l'un des 3 critères essentiels qui pourraient être la cause. Alors, est-ce à dire que de mauvaises décisions sont prises ou que la gestion de ces décisions-là ne respecte pas tout à fait les canons? Qu'est-ce qui fait problème lorsque vous évoquez la gouvernance? La gouvernance financière. Alors, en ce qui concerne la gouvernance, donc à côté de l'endettement, à côté des dérapages budgétaires, en réalité, c'est la qualité des décisions, tout au moins, l'endettement sert à financer quoi? Parce que là, on doit se poser la question. Oui, pourquoi on s'endette? Pourquoi Moi, je vous la pose. Alors, on s'endette. Il faut dire que déjà, nous avons fait des choix de politique. Hein. Vous imaginez, nous avons 7 secteurs, nous avons 7 politiques sectorielles. Et si je prends le cas du Cameroun, on s'endette déjà pour financer les grands projets structurants. On est tous conscients de ce que ces grands projets structurants n'auront pas de retour sur investissement dans les 2 ans, 3 ans. C'est vraiment à long terme. Donc, d'abord, il faut s'endetter pour achever ces projets-là. Et les pays font des choix. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. On va se rendre compte là-bas, par exemple, qu'ils ont décidé d'investir sur l'infrastructure routière. Question de rallier toutes les villes, question de faciliter la fluidité également des marchandises et des biens, question également d'attirer les touristes. Donc, c'est des choix qui sont faits. Au niveau du Cameroun, nous avons fait le choix des infrastructures énergétiques. Et donc, bien évidemment, on s'endette pour financer ces différents projets. Avec derrière l'idée de booster l'économie, de relancer l'économie et l'industrie. Le choix a été clairement fait, c'est vraiment la transformation structurelle. Ce choix, c'est un choix qui est fait. Alors, les problèmes de gouvernance se posent déjà lorsque les projets ne sont pas exécutés normalement, à temps, et au plan budgétaire, dans les proportions humaines. Je pense que là, ça pose de gros problèmes de gouvernance. Un autre problème qu'on peut également évoquer, c'est même le choix au niveau des subventions. Moi, j'ai souvent suivi avec beaucoup d'intérêt et de passion, d'ailleurs, comme tout le monde, la préoccupation de la subvention du pétrole. Parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir se dire, est-ce que nous devons subventionner le pétrole ou subventionner la santé ? Ou un autre secteur. Ou un autre secteur. C'est des choix. On garde la même enveloppe budgétaire. Est-ce qu'on va la garder pour, j'ai envie de dire, quand même des dépenses élitistes? Parce que c'est pas tout le monde qui a une voiture. Et pourtant, la santé concerne tout le monde. Tout le monde utilise le pétrole, peut-être. Tout le monde utilise le pétrole par la même proportion. Donc, vous voyez qu'on peut déjà discuter. Voilà, donc, je pense que c'est peut-être pas facile. One affects the other because you may not have a car, but then you have to pay taxi, of course. Oui, il y a certainement un impact. Mais dans tous les cas, et c'est pour ça que les simulations macroéconomiques sont intéressantes. C'est pour ça qu'à un moment donné, je suis désolée, il faut bien repartir à l'université, il faut bien faire des simulations, il faut bien apprécier, il faut bien... Parce que c'est des prévisions. Il faut s'inscrire au programme de formation, il faut suivre le programme. Dans tous les cas, il faut avoir des ressources humaines. Non, pour dire honnêtement, il faut avoir des ressources humaines. Une masse critique qui soit capable de se projeter. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai lu le programme qui a été élaboré en 2017.
les 5 piliers qui ont été identifiés. Et à l'intérieur des 5 piliers, c'est extrêmement détaillé. La question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir est-ce que nous avons des ressources humaines pour accompagner ce programme? Et visiblement, quand on voit le retard dans les projets, quand on voit, bon, vous allez me dire qu'il y a aussi la corruption, oui, c'est aussi un autre problème de gouvernance qu'il faut régler. Mais dans tous les cas, nous sommes tous conscients, c'est pas moi qui le dis, le président l'a dit, tout le monde l'a remarqué, que les projets sont exécutés de manière pas toujours à temps. Ça a une incidence au niveau des ressources. Parce que de toutes les façons, on devra rembourser la dette contractée. Absolument. Et en temps réel, je suis désolée, la dette n'attend pas. Et parfois, nous entendons dire que nous avons à la CA une dette qui n'est pas utilisée, dont nous payons déjà le coût. Donc, moi, je dis qu'il y a quand même des problèmes de gouvernance qui peuvent être réglés, qui peuvent permettre peut-être pas de résoudre le problème en entier, il y a des problèmes structurels plus importants, mais dans tous les cas, ce sont des disciplines budgétaires que nous sommes obligés d'avoir. Prof, we are together here. We have a lot of things to ask you. You have a lot to explain to us. But for now, we'll go over to the Unity Palace. We are sure that the presidents are done from their lunch hall and they are done from their meetings. But let's see what is happening. Let's see what is the update, what is the latest in this meeting and in this summit. Yves Marc Mejo, Ashunyenty, you've been monitoring and following up. What have you gathered all through this period, and what exactly is happening now? Bon après-midi Benen, bon après-midi Evelyne, à vous et à vos invités. Retour ici au Palais de l'Unité où il est 17h passé de 29 minutes. Je crois que c'est la même heure là-bas en studio. Une cérémonie d'ouverture très colorée, un huis clos de près de 2 heures, une pause déjeuner à laquelle ont été conviés quelques happy few, 18, une vingtaine on va dire en nombre, et bientôt la cérémonie de clôture. La cérémonie de clôture qui sera ponctuée par 2 articulations majeures, 2 prises de parole, celle du président hôte et celle du président en exercice. Mais avant cela, il y aura naturellement le communiqué final qui va donc fixer définitivement les uns et les autres sur la tonalité générale de ces travaux et les conclusions auxquelles on sera parvenu. Avec moi, comme depuis cette fin de matinée, Ashunyenty. Good afternoon. Good afternoon, Yves Marc Mejo. Good afternoon, ladies and gentlemen. I was listening and, of course, savoring the depth of the knowledge of Professor Viviane Biwole Ondua of our studios, courtesy of Benen Bumagana and Evelyn. Of course, thank you very much, Professor, for the insights you've given to our viewers on what is happening, the stakes of what is going on in Yaoundé this day. As you can see, the guests are already in place. The national dignitaries, the special guests are already in this meeting room, but the heads of state are yet to emerge. We are waiting for their entry here for the last phase of today's ceremony. They have been through a marathon, over 2 hours, closed door session. We have indications that discussions were frank, they were vivid, but at the same time quite cordial and constructive. So when the heads of state will come out from where they are arrested now, because after the closed door session, they all went to the Blue Hall, what they call it, the Blue Hall for a break, and of course an 18-seat dinner. Lunch was offered to the heads of state, and a few other personalities were convened, including First Lady Chantal Biya and other happy few who were convened to join the distinguished personalities for this very important item. So when they will come back here now, we expect to have 2 speeches, Evelyn and Benen Bumagana, one from, of course, President Paul Biya, and another one from the sitting president of the conference, the chairman of the conference of CEMAC Heads of State, President Faustin Archange Touadera. And before all of that, we will have of course, a very important
final communique that will be read. We expect that the communique will be presented by the president of the CEMAC Commission, Baltazar Ngonga Ejo, who is the president of the CEMAC Commission, and that would wrap things up for today. We would have had important resolutions that would have been taken in the light of keeping the CEMAC economies afloat, resilient in spite of the external and internal shocks and the very difficult and challenging economic environment that President Paul Biya talked about extensively in his welcome address, and of course, which remarks were built upon by Faustin Akash Touadera, appealing for multinational donors like the International Monetary Fund and the World Bank to provide assistance to CEMAC countries, as you can enjoy the beauty of the external facade of the Unity Palace with the water fountains and making the whole place to look picturesque, wonderful to savor, and the magnificence and beauty of the place. Évidemment, on ne peut pas se rassasier aussi facilement de ces vues imprenables du palais de l'Unité qui nous sont proposées par la paire Raymond Joya Lindo et Ferdinand Ongba, qui assurent la réalisation de cette prise d'antenne, cette reprise d'antenne ici au palais de l'Unité, où les mines, comme vous pouvez le voir, sont graves, ce qui n'enlève à la fois grave et décontracté, grave par rapport à l'objet qui réunit les uns et les autres ici, décontracté parce que au départ c'est des retrouvailles au sein d'une même famille, la famille CEMAC, alors qu'on voit en image à l'instant l'ambassadeur du Cameroun en République du Congo, qui a lui aussi effectué le déplacement pour ce sommet. Il a devant lui les membres du gouvernement. Vous parliez tout à l'heure des mines qui ressemblent à des étudiants qui attendent, ou à des fidèles qui attendent la fumée blanche. Eh bien, ici, ce ne sont pas des fidèles, ce ne sont pas des étudiants, c'est des membres du gouvernement, et également des responsables sécuritaires, tous qui attendent avec une impatience amplement justifiée que les chefs d'État réunis depuis cette mi-journée ici au Palais de l'Unité viennent mettre le point final à la copie de ce sommet extraordinaire de la CEMAC, un sommet qui vient après celui de 2016, celui de 2019, celui de 2021 et plus récemment encore celui de 2023, pour ne citer que les exemples les plus récents en date. On parlait du déjeuner tout à l'heure auquel ont pris part une vingtaine de personnalités. Ils étaient ces invités, ces personnalités autour du couple présidentiel camerounais pour les Chantal Biya. On avait naturellement les 3 autres chefs d'État présents, mais également les chefs de délégation, représentants personnels des présidents tchadiens et congolais. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris part également à ce déjeuner. So thank you very much, Ifmak Mejo Ashunienti, painting the picture and setting the stage. Now we understand that in the next few moments, the president will be coming out of the Blue Hall. He calls it the Blue Hall. And then we'll be able to get the recommendations, resolutions. We'll be able to get the speech from the host president and then another speech from the acting president. Oui, et puis rassurer également l'équipe du Palais de l'Unité de ce que nous restons en monitoring de tout mouvement qui annoncerait le début de la reprise, en tout cas de cette plénière, de la cérémonie de clôture de ce sommet de la CEMAC. Yves-Marc Medio, le temps peut-être de nous abreuver encore à la source de connaissances du professeur Viviane Ondoa Biwele.
Kandé, qui est notre invité cet après-midi. Et puis nous reviendrons à vous. Lorsque nous allions prendre la température du palais de l'Unité, professeur, vous parliez de ces chantiers inachevés, de ces chantiers qui attendent d'aboutir, de voir leur aboutissement. Il en est des chantiers au plan national comme des chantiers régionaux. On a eu beaucoup d'espoir suscité par les projets intégrateurs qui étaient censés construire cette communauté au plan logistique, au plan des transports, au plan des infrastructures de manière générale. Est-ce qu'on peut faire le point ? Alors, en ce qui concerne les chantiers, c'est vrai que je parle des activités des chantiers, mais il y a deux qui me viennent à l'esprit, qui sont des chantiers qui devaient faciliter effectivement la fluidité au niveau de la sous-région et permettre d'avoir un marché commun au-delà justement de la ZLECAf qui est un gros marché africain. Nous avons les infrastructures qui devaient effectivement relier toutes les capitales de l'Afrique centrale. Et puis nous avons effectivement la mobilité des personnes. Justement, au niveau de la sous-région, je pense que ce sont deux projets qui restent en attente, même s'il y a quelques projets quand même qui sont réalisés entre le Congo et le Cameroun. Vous avez vu, les présidents ont inauguré la route, et puis nous avons une université d'ailleurs que nous avons en partage. Université inter-État. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont faites, mais c'est davantage la vitesse, parce qu'il faut se dire que le temps n'attend pas, les chocs ils viennent à tout moment. Donc lorsque nous prenons du retard, il faut dire également que ça impacte sur la situation de la sous-région. Il faut également dire que nous avons au niveau de la sous-région vécu quelques événements politiques qui sont de nature également... Peuvent être des freins. Des freins peut-être pas, mais dans tous les cas des événements qui ne sont pas insensibles à ces différents projets. Nous en avons vécu au Gabon, nous en avons vécu au Tchad. Nous avons également, lorsque nous lisons les documents de stratégie pour 2025, des changements qui doivent également survenir. Donc lorsque des changements politiques de grande envergure, parce qu'au niveau des présidents de la République, quand même de grande envergure, interviennent, il faut dire que ça peut bousculer les sentiers. On voit ce qui se passe au Gabon, on voit les projets qui sont remis sur la table, on voit également des promesses qui sont faites. Donc ce sont des événements, de mon point de vue, qui ne sont pas insensibles à la situation. Et justement la préoccupation, parce qu'il faut dire que la sous-région fonctionne un peu comme des vases communicants. La préoccupation, c'est de dire, même quand on est dans sa pleine souveraineté, que toutes les décisions qu'on prend, qu'on soit conscient de ce que ces décisions impactent l'équilibre de la sous-région. Maybe that is where the question is. Where do you put the aspect of follow-up? Because now decisions are taken, the construction of infrastructures begin. Now, where do you put the aspect of follow-up to ensure that these decisions that we have taken will really attain the objective? Alors là, vous posez un problème de management simple, hein? C'est le monitoring, c'est le suivi, c'est l'exécution. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de tous ces projets, même lorsqu'on parle de l'événement qui nous réunit, il faut dire que c'est quand même d'abord une équipe, c'est une communauté de personnes qui doit mener à terme ces projets. On peut parler des projets, on peut aussi parler de la surveillance, parce qu'il faut dire qu'il y a des institutions sous-régionales qui doivent également être capables de discipliner les dirigeants, dont la gouvernance également de ces institutions peut être mise en débat. Et elle peut être mise en débat, pourquoi? Parce que nous savons comment les personnes sont nommées à ces différents postes. Il y a un principe de rotation. Et chaque pays s'engage effectivement à respecter ce principe-là. On peut se poser la question de savoir est-ce que ce principe va être préservé ou pas. Parce que si c'est un principe qui ne nous garantit pas l'efficacité, on peut remettre ce principe sur la table. Et donc moi je pense qu'il y a des décisions souveraines comme ça qui peuvent être questionnées au niveau de la sous-région avec froideur. Avec froideur, prenons le courage. Je crois que ce qui va nous interpeller maintenant, aussi bien les individus que les acteurs d'un certain rang, c'est avoir le courage d'affronter la difficulté. Et moi, je pense que la pression que nous vivons déjà, ne serait-ce qu'au niveau des impôts, nous avons eu tout le débat de l'IRPP. En réalité, cette pression va aller grandissante, ce qui est normal. Parce qu'on a besoin de revenus. On a besoin de revenus pour financer nos projets, mais surtout également, il faudra bien qu'on rembourse la dette. La dette n'est pas un don. Est-ce que vous imaginez qu'on aura encore un retraitement de la dette? On n'en sait rien. Vous savez que les crises sont partout, hein, et on ne peut pas se prévaloir de notre propre turpitude. Et donc, de ce point de vue, toutes les préoccupations de gouvernance
Comment monitorer? Qui va mettre en œuvre? Qui allons-nous choisir? Moi, je suis par exemple une réforme depuis 2017. Vous le savez très bien, c'est comme ça la réforme des entreprises publiques. Je ne sais pas combien de fois on a déjà tiré la sonnette d'alarme que les entreprises publiques présentent de gros risques budgétaires. Voilà autant de décisions qu'il faut prendre. Mais pourquoi ça pose problème? Ça pose problème parce que la désignation des dirigeants dépend du politique. Et donc, les présidents de la République et même les acteurs, disons, ces conseillers, devraient prendre la pleine mesure des choses. Ce n'est pas seulement valable pour cette réforme, c'est valable dans plusieurs réformes. On se pose la question de savoir quelle est l'équipe qu'on va mettre en place. Est-ce qu'on va garder la même équipe? Ça fait 7 ans que nous avons la même équipe, au moins gouvernementale. J'ai même envie de dire que nous avons, pour les entreprises publiques, pour cette réforme que je connais précisément, c'est toujours aussi depuis 7 ans que nous avons les mêmes acteurs. Est-ce que nous allons garder les mêmes acteurs sous le prétexte simplement de l'affinité, sous le prétexte simplement de la bienveillance d'un acteur? Je dis là, on sacrifie en réalité les générations actuelles et les générations futures. Je pense que nous devons avoir le courage de certaines réformes. Dans tous les cas, nous n'avons pas le choix. Un moyen terme entre la stabilité et le mouvement à la recherche de l'efficacité, parce que le changement aussi incessant n'est pas une garantie de renouvellement. Bon, maintenant, on a au moins la preuve que la stabilité n'a pas été une garantie. Essayons autre chose. Je suis d'accord avec vous, mais essayons autre chose. Et puis, disons-nous que les choses doivent forcément bouger et ne bougent pas seules. Ne bougent pas assez. Et pas seul, il faut agir. Et il faut que tout le monde prenne conscience de ça. C'est pour ça que je dis tout le monde doit payer les impôts, parce que dans tous les cas, il faudra bien qu'on paye les impôts. Il faudra bien qu'on ait des revenus pour avancer dans notre trajectoire. Il faut qu'il y ait des zones justement qui permettent... We'll come back. Let's talk about the regional economic program which has been going on. Of course, we've heard about such programs. We've talked about the interregional routes like the Samuel Maweso, linking Cameroon to Congo. We've talked about the bridge over the Ntem. We've talked about the Lolabe Campo Expressway. We talked about the electricity program between Cameroon and Chad. We've talked about the connection of optical fiber linking the six countries of the sub-region. Let's get to see how far with these projects, which are very, very important for the economic development of the sub-region. Beatrice Ngo. Within the vast program are 2 project phases. One contains 11 integration projects set to be carried out at an execution rate of 67%. Amongst them, the construction of a bridge over the Ntem River and the Lolabe Campo Expressway between Cameroon and Equatorial Guinea, due to be completed by 2028. There is the electricity interconnection project between Cameroon and Chad, plus the interconnection of the CEMAC zone via optical fiber, both in progress. The road network in the Jum-Mintom-Weso stretch is up to date. Phase 2 of the program is made up of 13 integration projects planned in 2023. Some are ongoing, others are about to be implemented. They are centered on 4 axes: infrastructural development, energy accessibility, reinforcing trade through the promotion of a single market while diversifying the economy, and inclusive growth. All of the projects are said to be a boon to the people in the CEMAC sub-region. Thank you very much, Beatrice Ngo. Now we know these projects that are going to help for the regional economic program, whose aim is to create profound changes. And all of these projects have been going on in 2 different phases. And this is to bring the region to a certain level of macroeconomic stability, which I think the head of states are working on, Evelyn. Tout à fait. On parle d'un taux de réalisation de ces projets intégrateurs qui tourne autour de 65%. Il nous reste de la marge pour les conduire à terme et construire une véritable communauté où les personnes et les biens circulent et où un marché communautaire s'établit et s'enrichit. Professeur, on doit violer 3% seulement d'échanges intracommunautaires pour la CEMAC. On est dernier de la classe, en fait, dans les communautés économiques régionales. Cette situation-là est également, j'imagine, un facteur de fragilité. Tout à fait.
Tout à fait. Je pense qu'il y a un accélérateur à mettre de ce point de vue. Et c'est la raison pour laquelle le calcul des indicateurs sont intéressants. Parce qu'on a beau mettre en place tous ces projets infrastructurels, s'il n'y a pas de circulation, s'il n'y a pas de mouvement au niveau de la sous-région, il n'y aura pas d'impact au niveau des indicateurs macroéconomiques qui nous intéressent. Je pense que les projets, pour revenir à ce que vous disiez, que lorsqu'ils sont mis en place et lorsqu'ils sont intégrateurs, ils doivent être menés à une vitesse qui est une vitesse retenue pour l'ensemble des pays. Et moi, je pense que au niveau de l'Afrique centrale, du fait peut-être, nous sommes des Bantous, nous avons la forêt, nous avons la richesse. Je ne sais pas si vous connaissez la fameuse rhétorique de la malédiction du don. Hein, autant nous sommes riches, autant nous sommes pauvres. Riches en matière première, en sous-sol, etc. Mais nous peinons effectivement à générer, j'ai envie de dire ainsi, ces équilibres macroéconomiques dans la durée. Je pense que ce sont des questions qu'on doit mettre sur la table et je pense que le diagnostic est fait parce que ne donnons pas l'impression que le diagnostic n'est pas fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut engager l'action, il faut aller à un rythme viable et soutenable, il faut éviter l'endettement, surtout un mauvais endettement en plus. Moi, je pense que ce sont des décisions stratégiques au niveau des États qui seront prises. Moi, j'ai hâte de voir effectivement ce qui sera décidé, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de magie. Lorsque vous êtes endetté, il faut du revenu. Il faut aller chercher le revenu là où il se trouve. Et donc, de ce point de vue, l'État, au niveau de la sous-région, il faudra qu'on ait peut-être des mesures convergentes, mais au niveau des États également, il y aura certainement des particularités qui vont faire en sorte que les réformes soient beaucoup plus strictes. J'ai peur de dire, mais je le dis quand même, que nous allons quand même rentrer dans une austérité assez vivante. Hein. Je crois que les 7 précédentes années ont été... les chocs ont été supportés, je pense, par l'État, hein, par le gouvernement, par les subventions, par tout ce qu'on connaît. Et on se rend bien compte que les subventions-là ne suffisent plus à elles seules, justement pour faire avancer la machine. Et là, tout le monde doit pouvoir s'impliquer. Et en premier lieu, les chefs d'État, mais ensuite, il faudra se poser la question de what next. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous appelé à apporter sa contribution. Professeur Ondoi-Biolé, on interrogeait ce matin la structure même des économies de la CEMAC. Le problème ne vient-il pas de là, de ce que, au plan structurel, on a brûlé les étapes de la construction d'une vraie communauté des hommes avant, une vraie communauté monétaire avant. Bref, on vient essayer de créer un marché sur un espace où les hommes ne se parlent pas assez ou ne s'échangent pas assez. Je crois que vous avez les éléments de diagnostic dans votre question, mais n'oublions pas aussi l'histoire des pays de la sous-région. Ce n'est pas pour nous trouver des raisons pour justifier ce qui se passe actuellement. Il faut dire que les économies restent fragiles du fait déjà de la crise que nous avons connue. Les économies n'ont pas encore, de mon point de vue, retrouvé la solidité qui leur permettent effectivement d'abord de résister. Près de 20 ans de crise quand même. Près de 20 ans de crise. Et puis maintenant, vous parlez de cette communauté qui n'existe pas parce qu'il faut construire la communauté. Il y a un grand projet d'ailleurs qui est en cours sur la fusion CEMAC-CEAC, justement parce qu'on se rend bien compte que c'est ensemble qu'on est plus fort. Et moi je pense que l'une des déclarations que moi j'attends justement peut-être c'est justement d'élargir cet espace communautaire pour de vrai cette fois-là, aussi bien au niveau du mouvement des personnes qu'au niveau de la circulation également des biens. Je pense qu'il y a un blocage à ce niveau qui ne se justifie pas après les engagements qui ont été pris. Pour l'instant, on focalise beaucoup sur la monnaie, pour l'instant, on focalise beaucoup sur les échanges économiques, pour l'instant, on focalise beaucoup plus sur les finances publiques. Je veux bien, mais tant que la communauté, elle n'existe pas justement pour rendre cet espace beaucoup plus fort, il peut... Isn't that even where the core of the problem is? Because now we are talking about infrastructure. What if we have the infrastructure and then there is, well, free movement? It's not very, very free. How useful are the infrastructure if the free movement is not very free? Ce sont des réformes complémentaires. Ce sont des réformes complémentaires. C'est un peu comme si vous êtes malade, d'accord? Vous avez, je peux dire, 3 maladies, vous soignez une, vous ne soignez pas les autres. Dans tous les cas, vous resterez malade. Moi, je pense qu'il y a un bon diagnostic qui a été fait. Il y a des réformes qui ont été envisagées. Il faudrait simplement que les gens, s'ils sont convaincus, parce que c'est aussi ça l'enjeu. Il ne s'agit pas simplement de prendre des engagements sans vouloir les appliquer. Et moi, je pense que sans vouloir faire une offense à qui que ce soit, si on prend seulement les réformes de 2017, on a quand même beaucoup de choses à dire au niveau de la vitesse, au niveau du respect également de certaines convergences régionales. Est-ce que tout le monde respecte le cahier de charges? Je pense qu'il y a une discipline communautaire qui sera malheureusement exigée parce que avec le Fonds monétaire, vous savez que nous avons... Moi, j'ai appelé ça l'épée de Damoclès. Hein, le Fonds monétaire a conditionné ses prochains décaissements au sommet des chefs d'État.
Donc on va toujours peut-être subir à chaque fois qu'on sera indiscipliné le diktat du Fonds monétaire. Un petit coup de fouet avant d'envisager avec vous les voies de sortie possibles, professeur Viviane Ndoua-Biolé, je voudrais qu'on reparte un peu dans cet autre cliché sur justement la circulation des personnes et des biens et la construction justement de cette communauté et les goulots d'étranglement sur la route de l'intégration communautaire. Sadou Mamoudou. Corridor Douala-N'Djamena, 130 barrières routières non tarifaires au compteur, une véritable saignée pour l'économie de la région. Un mur d'obstacles au principe de la libre circulation de personnes et de biens dans le vaste marché de la famille D6. Normalement, quand tu sors avec ta marchandise de Douala pour N'Djamena, tu sors Douala, un contrôle. Arrivé à Yaoundé, un contrôle. Bertois, un contrôle. Garablaye, un contrôle, ça fait 4 dans les normes. Mais quand si je vais citer, quittant de Douala jusqu'à Garablaye, il y a au moins 40 postes de contrôle. Et si tu te diriges vers le nord, vers Koussiriala, alors c'est pur. Notre souffrance c'est avec la prévention routière, je vous dis la vérité. Mais la prévention là nous menace, surtout des Bertois. Même si tu roules comment, on va te dire qu'on t'a flashé. Que vient changer aujourd'hui la mise en service de cette brigade mixte de la CEMAC, quitte de sa mise en service effective, si tant il est vrai que cette institution a été créée depuis le 10 novembre 2022 avec à l'époque le président de cette commission-là, en Camerounais naturellement. Chez les chefs de police d'Afrique centrale comme au niveau des ministères sectoriels, les voyants sont ouverts pour une fluidification du marché de la CEMAC. Cet instrument pour lequel le Cameroun a pleinement participé à toutes les étapes de sa mise en place est chargé entre autres de faciliter la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC, d'assurer la fluidité des échanges commerciaux intracommunautaires. La mission circulaire effectuée par la commission de la CEMAC et le comité des chefs de police d'Afrique centrale vise à enclencher le processus de mise en place des démembrements nationaux de la brigade mixte CEMAC. L'implémentation de ces structures, notamment leur déploiement opérationnel, incombe donc à notre pays. Avec un staff d'au moins 50 personnes, l'institution va puiser dans les différents corps de la force de défense et de sécurité. L'opérationnalisation de la brigade mixte amorce un nouveau virage. Les chefs d'État ont fixé eux-mêmes la date du 1er janvier 2025 pour que cette brigade soit opérationnelle. Mais nous sommes confrontés à des contraintes budgétaires qui vont faire en sorte que cette date-là va être un peu revue. Mais je peux vous garantir qu'au premier trimestre 2025, la brigade mixte CEMAC sera opérationnelle. À date, le taux de commerce dans la CEMAC se chiffre à seulement 3%. Dans les autres communautés économiques régionales d'Afrique, ce taux est au-dessus de 20%. Thank you very much, Sadou, for that, which gives us quite an impression, quite an idea of what is going to happen. But then what comes in, Evelyn, there is the precision about the dates. You know, you hear the dates and the precision, and then your expectation goes right up because now January 2025 is just a few days away. So if you get the precisions, you start asking yourself, you know, what is going to happen. But now, you know, Prof, after following all of this, and then the presidents are in the meeting, as far as some of these aspects are concerned, what to you would be the first resolution you are expecting? What to you would be the first item you want to hear them address in when they come out in the next few moments? Alors moi, c'est un espoir. Hein. Bien évidemment, il faut adresser la question de la dette. Il faut adresser la question du rythme de la dette. Il faut adresser la question de la qualité de la dette. Pourquoi s'endette-t-on?
Sur combien d'années? Parce que là, il faut dire que nous sommes dans des projets structurants dont la rentabilité est peut-être attendue dans les 10 prochaines années. Donc, entre-temps, il faut également prendre des mesures qui vont permettre de le tenir, puisqu'il faut rembourser la dette et il faut également réaliser les projets. Moi, je pense que la question de la dette est un peu structurante. Elle est centrale. Elle est centrale. Je pense qu'elle n'est pas viable à 53%, elle n'est pas viable. N'attendons pas 70% pour qu'elle soit complètement asphyxiante. Je pense qu'il y a des réformes qui sont faites, qui produisent quand même des résultats, mais c'est la tendance qui est un peu trop rapide au niveau de la dette. Et à côté de cela, moi je pense qu'il faudra qu'on résolve le problème de la consolidation budgétaire. Au niveau des États, il faudra aller trouver des revenus. Et à ce niveau, la pression fiscale, malheureusement, va se faire plus importante. Il faut aller chercher des niches. Parce que jusque-là, je pense que l'État a essayé de... C'est comme une digue que l'État avait mise pour ne peut-être pas toucher tous les secteurs, y compris le secteur informel. Je crois que de plus en plus, on va aller chercher des revenus partout où cela est nécessaire. Et ces revenus-là, très souvent, ce qu'on entend dire, c'est que pour l'instant, nous avons une fiscalité profonde. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'argent auprès des grandes entreprises. Maintenant, il faudra l'élargir. C'est davantage cet élargissement-là. Mais bien plus encore, on se rend bien compte qu'il y a quand même des actions, même si on peut les négliger au plan macroéconomique, moi je suis davantage microéconomiste, qui peuvent aider. On a entendu dire, par exemple, que le e-visa a permis quand même de produire 29 milliards en un an. Je pense que la digitalisation peut être également un outil qui permet de protéger, j'ai envie de dire, l'argent public. On a également entendu dire avec la vignette que lorsqu'on est passé par les assurances, on a doublé. Donc la corruption qui est souvent rampante au niveau de ces différentes taxations est récupérée par la digitalisation. On voit encore les péages. Moi, j'étais à l'aéroport encore pas plus tard qu'hier. On manipule encore l'argent entre les mains. On se dit, si on sécurise, effectivement, à travers la digitalisation, et je pense que le ministère des Finances est lancé là-dessus, on aura des gains importants. Regardez ce qui se passe avec le passeport. C'est vrai que nous sommes sous un contrat de 10 ans, mais je crois qu'à partir de l'année prochaine, on va pouvoir rentrer dans ces fonds-là. J'imagine que la carte nationale d'identité également. Je pense que si on digitalise certains services, on va limiter la corruption, et c'est quand même à hauteur de milliards. Je pense que c'est pas négligeable. Toutefois, quand même, il faut dire qu'à côté de cela, ce sera aussi ça l'enjeu. Il faudra avoir des mesures de mitigation au plan social. Parce qu'il faut dire que la pression sera forte. L'inflation est très élevée. Nous sommes à peu près à 4%, il me semble. 3% pour la convergence, enfin, pour ce qui est retenu à la SOMA, mais nous sommes quand même à plus de 3%, nous sommes à 4%. En plus des réformes qui seront mises en place, les gens au plan individuel vont sentir la pression. Et à côté, il faudra quand même des mesures de mitigation pour que les couches les plus sensibles puissent ne pas se retrouver à la marge. Et c'est pour ça... J'allais justement venir à ça, professeur, pour vous amener à plus de précision. Ces mesures que vous suggérez, sont-elles des mesures d'urgence? Je veux dire, pour sortir la tête de l'eau? Ah oui, on n'a pas le choix. Là, on n'a pas le choix. Je crois que vous avez vu la loi de finances cette année. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle a été souple par rapport aux enjeux. Par rapport aux enjeux. Et comme il s'agit en réalité j'ai envie de dire quoi, d'un effort collectif, même si après on peut avoir quelques éléments à mettre de gouvernance à mettre sur la table, il faudrait que tout le monde accepte de participer à cet effort, que tout le monde paye les impôts, parce que dans tous les cas, on a besoin de revenus. Et je parlais justement des mesures de mitigation qu'il faudra prendre. Vous avez vu, quand on a augmenté, par exemple, le prix du pétrole, on a augmenté les salaires de 5%. C'est vrai que c'est pas l'équivalent de ce qu'on dépense, mais c'est déjà ça qu'on mesure. Et même au plan psychologique, c'est un bon. On a l'impression que l'État se préoccupe quand même. Et moi, je pense que revenir à la confiance, parce qu'il faut rebâtir la confiance avec les populations. Et cette confiance-là peut s'établir effectivement à travers ces mesures. Moi, je vous ai dit, par exemple, que je sors de la Côte d'Ivoire. Eux, par exemple, là-bas, ils ont une mesure depuis 2 ans, depuis 2 ans. Ils ont quelques éléments de croissance qui sont appréciables, ils y sont à 8%. Et tous les fonctionnaires là-bas ont le 13e mois. Mais le président est clair, quand la situation va se dégrader, il peut arriver que vous n'ayez pas le 13e mois. Donc, on a l'impression, effectivement, qu'il y a une sorte de partage de la croissance. Parce qu'il faut se dire également que, en termes de confiance, les gens veulent bien contribuer à l'effort de croissance, mais il faut également qu'il y ait une répartition. Et une sorte de justice sociale, comme on l'appelle. Et moi, je pense que là, il y a une fracture qui est visible, il y a une fracture qui est connu, qui se dit, qui ne pense pas seulement, et qui se dit même haut et fort. Je pense qu'on doit être très attentif à ça. Donc ça, c'est au niveau des revenus. Donc vous imaginez bien que même en ce qui concerne la dette, il faudra bien identifier quels sont les projets prioritaires, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors nous avons souvent l'habitude, et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on ait vraiment le courage de nos réformes. Nous avons souvent l'habitude de dire, ah non, nous allons réaliser ceci parce que c'est le projet du chef de l'État. Oui, c'est le projet du chef de l'État, comme la CAN.
J'ai rien à dire là-dessus. C'est le chef de l'État. Mais après, il faut qu'on assume. Il faut qu'on ait le sous-bassement nécessaire justement pour accompagner par la suite. Nous avons comme ça des entreprises qui suffoquent. Je dis suffoquer, mais qui consomment des ressources, qui consomment des revenus. En fait, c'est de l'argent perdu. Et lorsque vous entendez souvent des débats, vous entendez dire non, on doit privatiser. Non, il ne faut pas privatiser. Mettez les gens qui savent gérer les entreprises, et nous aurons des gains. Et moi, je pense que c'est ce courage qu'on n'a pas. Gestion par objectif. Gestion par objectif, gestion par la performance. Et dans tous les cas, ceux qui ne sont pas performants nous font perdre de l'argent. On ne doit pas continuer à perdre de l'argent, sacrifier les générations actuelles et futures sous le simple prétexte qu'on est, j'ai envie de dire quoi, sensible aux préoccupations politiques. Dans tous les cas, on s'enfonce tous. Moi, je pense que la qualité, justement, de la dépense va être également stratégique. Le choix des différentes trajectoires, parce que dans tous les cas, moi, je suis curieuse de voir, de suivre les décisions qui seront prises. Il faudrait que les décisions, que ce soit les zones d'endettement et même les décisions dans les politiques, on doit les revoir, que ces décisions soient connectées au sentier de la gouvernance, de la croissance que nous avons choisi. Si ces choix ne sont pas connectés au sentier de la croissance, laissons-les tomber. Laissons-les tomber et puis concentrons-nous sur les priorités. Benin Boumagana, je suggère que nous repartions du côté du palais de l'Unité. Achou Nienti et Yves-Marc Medio, dites-nous un peu si on a un petit changement, une petite évolution de ce côté-là. C'est à vous. Thank you very much, Evelyn. Not much has changed since the last time we were with you. We are still awaiting the arrival of the sovereigns and the heads of delegation inside this meeting room for the final phase of today's ceremony. I think when Yves-Marc Medio would have said a word, maybe why not continue with Professor Viviane Biwole Ondwa, who has, of course, been feeding us with the wealth, the depth of our knowledge. Yves-Marc Medio. Oui, à Chougneti, l'attente se poursuit ici au palais de l'Unité. C'est bien la preuve que les chefs d'État et de délégation qui sont réunis ici ne sont pas là pour se tourner des pouces, mais pour arriver à des résultats qui vont répondre aux aspirations du plus grand nombre, et à écouter les Camerounais dans les différents reportages, à écouter nos invités sur le plateau. Il apparaît clairement que ces attentes sont fortes, elles sont multiples, mais je crois que les choses sont en train de se préciser, et à l'instant on voit apparaître le chef du protocole d'État, signe que dans quelques instants, dans un petit moment, les chefs d'État vont nous retrouver ici dans ce salon des ambassadeurs, et l'assistance est déjà priée de se lever pour leur réserver l'accueil qu'ils méritent, et le temps est ainsi donné sur l'acte final de ce sommet, sur le point de s'achever par la cérémonie de clôture, et c'est le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qui conduit donc ses homologues ici au 3e étage, au salon des ambassadeurs. Yes, Yves-Marc Medio, you can get the applause in the background. They are cheering President Paul Biya as he walks into this meeting hall. He will come to, his colleagues are already there. They're going to take their seat for the final phase of the ceremony. We expect to have the Chief of State Protocol, Simon Pierre Bikele, to give us a rundown. Excellences, messieurs les chefs d'État des pays membres de la CEMAC, Madame la Première Dame, messieurs les représentants des chefs d'État, Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de clôture de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC comprendra les articulations suivantes. Lecture du communiqué final par le président de la commission de la CEMAC, M. Ngonga Edio. Discours de clôture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. L'exécution de l'hymne de la CEMAC mettra un terme aux présentes assises.
j'invite le président de la commission de la CEMAC à venir prendre la parole. So we're going to listen to Mr. Baltazar Ngonga Ejo, who is the president of the CEMAC Commission. He's going to present the final communique. Un exercice auquel a sacrifié. Communiqué économique et monétaire de l'Afrique centrale. Section extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Communiqué final. À l'invitation conjointe de leur Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, et professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, une session extraordinaire de la dite conférence s'est tenue à Yaoundé le 16 décembre 2024 au Palais d'Unité. Cette session avait pour thème principal évaluation de la situation et perspectives économiques, monétaires et financières de la CEMAC, mesures de consolidation de la résilience. Ont participé au sommet Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, Son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, président en exercice de la CEMAC, Son Excellence Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, Son Excellence Brice Clotaire Oligingema, président de la transition, président de la République gabonaise, chef de l'État. Monsieur Anatole Coliné Makosso, Premier ministre représentant Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Monsieur Tahir Hamid Nkili, ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'économie et du Plan, représentant le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Monsieur Baltazar Ngonga Ejo, président de la commission de la CEMAC, rapportait les affaires inscrites à l'ordre du jour. Outre les mesures du Conseil des ministres de l'OAC et du Comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, prenaient également part à cette session extraordinaire. Monsieur Abebe Aimro Selassie, directeur d'Afrique représentant Madame Christina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international. Monsieur Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Dr Serge Nguessan, directeur général du Bureau Afrique centrale, représentant Dr Akinui Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, Son Excellence Thierry Marchand, ambassadeur de la République française au Cameroun, représentant le gouvernement français, et M. Yvonne Sana Bangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. La conférence des chefs d'État a été précédée par les sessions extraordinaires du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, et du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, UEAC, tenus respectivement le 9 et 14 décembre 2024 en visioconférence. La cérémonie solennelle d'ouverture de la conférence a été marquée par le discours d'ouverture de Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, hôte du sommet, suivi du discours de Son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Abordant les points inscrits à son ordre du jour, la conférence a tout d'abord suivi avec intérêt la communication de Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président dédié du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, PREP-CEMAC, délivré par M. Anatole Coliné Makosso, Premier ministre, sur l'état d'avancement du programme et l'a félicité pour le travail accompli.
Elle a invité le président Didier à accélérer la mise en œuvre du programme afin de prévenir durablement la communauté contre le choc économique exogène. Elle a ensuite pris connaissance des communications des invités spéciaux délivrées par M. Abebe Aemro, Selassie, directeur Afrique du Fonds monétaire international, et M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que de la présentation du rapport commun des organes communautaires faite par M. Yvonne Sana Bangui, gouverneur de la BEAC, sur la situation économique, monétaire et financière de la CEMAC. Il en ressort que des progrès sensibles ont été enregistrés depuis 2016 dans la mise en œuvre de certaines mesures de réformes structurelles. Toutefois, le niveau de réserve de change, passé de 2,3 mois d'importation en 2016 à 4,6 mois d'importation en 2023, des biens et services connaît depuis 2024 une tendance baissière. En outre, les perspectives de cours des matières premières et du commerce international s'annoncent défavorables. Ainsi, de nouveaux efforts collectifs et concertés s'avèrent nécessaires pour améliorer substantiellement le cadre macroéconomique de la sous-région, notamment en accélérant la diversification économique et la consolidation des finances publiques. À la suite de ces exposés, les chefs d'État ont réaffirmé leur attachement à la solidarité communautaire face au choc à travers la poursuite d'une stratégie régionale cohérente et coordonnée pour préserver la viabilité des finances publiques, la stabilité du secteur financier et pour renforcer la position extérieure de la CEMAC et saluer les progrès enregistrés au cours de ces dernières années dans la mise en œuvre des réformes économiques et financières. Par ailleurs, la conférence a exhorté les États membres à poursuivre une consolidation budgétaire ordonnée dans le cadre des discussions bilatérales avec les partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à produire et diffuser régulièrement les données budgétaires, économiques et financières fiables et complètes pour les besoins de la surveillance multilatérale de la politique monétaire et des politiques sectorielles. Réaffirmer l'application intégrale de la réglementation d'échange, notamment à travers le rapatriement diligent des devises par les opérateurs économiques et plus particulièrement la signature avant le 30 avril 2025 des conventions de compte séquestre pour les fonds de restauration des sites, fonds REST, par les entreprises extractives, pétrolières et minières. Inviter le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et tous les autres partenaires à accompagner les États et la Banque centrale dans le processus de rapatriement et de domiciliation des revenus pétroliers. Réitérer l'engagement des États en faveur de l'indépendance et du renforcement des capacités de la Banque centrale, de la Commission bancaire de l'Afrique centrale et de toutes les autres institutions communautaires. En outre, la conférence a invité les États membres et les institutions communautaires à prendre des mesures pour une gestion de l'exposition des banques aux risques souverains conformément aux critères de la surveillance multilatérale, tout en saluant la contribution du secteur bancaire au financement du développement. Elle a demandé aux autorités nationales et régionales chargées de la supervision d'engager une action collective visant à préserver la solidarité et la stabilité du système bancaire. Enfin, en vue de renforcer la stabilité du cadre macroéconomique de la CEMAC, la conférence a exhorté les partenaires au développement à œuvrer pour la conclusion des revues de leur accord avec la République du Congo, la République centrafricaine et la République du Cameroun. Veiller à un ajustement budgétaire à dimension sociale et préservant l'investissement. Assurer la mise en œuvre de politiques
et des réformes structurelles en vue de la consolidation de la croissance économique et de la stabilité monétaire. Les autres États à conclure dès que possible des programmes formels avec le Fonds monétaire international afin de bénéficier de son appui ainsi que de celui des autres partenaires techniques et financiers. La conférence a renouvelé l'engagement des États en faveur d'une politique d'endettement prudente, privilégiant le financement concessionnel. Elle a exhorté les partenaires au développement à une mobilisation plus forte des ressources financières pour soutenir la transformation structurelle des économies de la sous-région. La conférence s'est félicitée de la reconstitution réussie des ressources de IDA 21 du groupe de la Banque mondiale à hauteur de 100 milliards de dollars et a appelé à une allocation de ressources plus importante en faveur de la sous-région pour réduire le déficit important des infrastructures sociales de base de la zone. Elle a accueilli favorablement l'organisation en 2025 pour le groupe de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement d'une conférence dédiée au financement du secteur de l'énergie à travers la mission M300. Au terme de leurs travaux, les chefs d'État ont exprimé leur gratitude à l'endroit de leur frère, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, hors du sommet, son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, pour l'heureuse initiative et excellente organisation de cette session extraordinaire de la conférence, ainsi que leurs sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et hospitalité généreuse qui leur ont été réservés tout au long de leur séjour à Yaoundé. Ils ont salué la participation à ce sommet des invités spéciaux, en l'occurrence M. Abebe Aemro Selassie, directeur Afrique, représentant Mme Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le docteur Serge Nguessan, directeur général du Bureau Afrique centrale, représentant Dr Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, son Excellence Thierry Marchand, ambassadeur de la République française au Cameroun, représentant le gouvernement français. La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture du communiqué final, suivi du discours de clôture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Les travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se sont déroulés dans une atmosphère de sérénité, de compréhension réciproque et d'entente cordiale, faite à Yaoundé, 16 décembre 2024, ont signé tous les chefs d'État et représentants des chefs d'État sur place. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons suivre à présent le discours de clôture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. After the final communique from the President of the CEMAC Commission, Balthazar Ngongo Ejo, we're now going to listen to the closing remarks from President Paul Biya, the host president, the co-chair of this extraordinary summit of heads of state of CEMAC. We get President Paul Biya. Messieurs les présidents, mes chers frères,
Monsieur le représentant de la directrice générale du Fonds monétaire international, Monsieur le président du groupe de la Banque mondiale, Monsieur le président du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur le président de la commission de la CEMAC, Monsieur le représentant du ministre français de l'économie, des finances et de l'industrie. La décision de convoquer un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC a été prise dans le but de trouver des solutions appropriées à la situation économique et financière que traverse notre sous-région. Comme nous avons pu le relever lors des communications que nous avons suivies et des échanges que nous avons eus, des mesures de redressement doivent être mises en œuvre en urgence dans nos différents États. Je suis convaincu que la rencontre de ce jour nous a permis d'apprécier l'ampleur des défis que nous devons relever ensemble si nous voulons éviter une crise économique et financière dont les effets seraient préjudiciables à nos États. Je voudrais à cet égard remercier le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la France, notre partenaire historique, qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour nous apporter le soutien nécessaire lors des périodes difficiles. Il nous reste désormais à mettre résolument en œuvre les recommandations de ce sommet. De toute évidence, les assises de ce jour ne pourront produire les résultats escomptés que s'ils sont suivis d'actes concrets. Comme nous avons déjà pu le relever par le passé, nous devons diversifier davantage nos économies, accélérer le rythme des réformes structurelles en matière de gouvernance, de discipline budgétaire, d'amélioration du climat des affaires et d'approfondissement de l'intégration régionale. Messieurs les présidents et chers frères, dans ce contexte particulièrement difficile, notre communauté constitue un atout que nous devons préserver et renforcer. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons surmonter les difficultés actuelles et bâtir de meilleures perspectives économiques et sociales pour nos États et nos populations. C'est donc avec optimisme que j'entrevois notre avenir commun. Au moment où nous clôturons ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, je voudrais vous remercier pour votre participation active aux travaux et vous souhaiter un agréable retour dans vos pays respectifs. Je vous remercie de votre bienveillance. Voilà, tout est dit. Tout est dit sur ce sommet extraordinaire de la CEMAC, organisé donc ce lundi 16 décembre 2024, ici à Yaoundé. Un sommet qui s'est déroulé et qui s'achève dans une ambiance de sérénité. Excellences, Mesdames et Messieurs, le dernier acte de cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC est l'exécution de l'hymne de la CEMAC. Veuillez vous lever, s'il vous plaît.
de la CEMAC, qui a valeur donc de point final à cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Eh bien, à Chouinati, tout est à présent dit. Le sommet s'est déroulé dans une ambiance de sérénité, de compréhension et d'entente cordiale. Et le chef de l'État, dans ses derniers mots, a dit que notre communauté est un atout et nous ne pouvons relever l'ensemble des défis auxquels est confrontée la sous-région qu'en nous mettant ensemble. Definitely, if Mark Major, ladies and gentlemen, it Misa Est, it is all ended here at on the third floor of the Unity Palace. This extraordinary summit of CEMAC, it is just ending here. We will have time to come back in greater detail to what we can consider as a balance sheet of this extraordinary summit. But if there were to be a take-home message, it is very clear: more control, prudent borrowing, good governance, avoid financial or budgetary rascality. Of course, not only words, but these words have to be translated into concrete action for it to make any meaning, for it to make any sense. That is the take-home message. That is what we are taking home from here. That is what they came to do, and I think they have achieved their purpose. We'll now sit back and wait and see how the different countries are going to implement in earnest what they have collectively taken as a decision. Lorsque on regarde les mines, lorsqu'on observe les visages des uns et des autres, eh bien, on peut y lire une sorte de soulagement. C'est vrai qu'au regard de toutes les nouvelles qui ont précédé la tenue de cette rencontre, de ce sommet, on était inquiets, très inquiets. Le miracle ne s'est pas produit, mais au moins, on a pu, sur la base des vérités essentielles qui ont été émises et rappelées par les uns et les autres, on a pu se rendre à l'évidence que oui, la situation est préoccupante, mais il n'y a pas de risque d'embrasement, il n'y a pas de risque de dévaluation pour l'instant. Des solutions, bien que difficiles pour certaines, sont indispensables. Ces solutions sont indispensables pour nous mettre à l'abri des vulnérabilités de plus en plus persistantes. Il faut trouver des solutions à la situation que traverse la sous-région, et cette solution passe par la mise en place, la mise en œuvre des mesures de redressement qui doivent être donc conduites par l'ensemble des pays, parce que c'est ensemble que la sous-région va réussir le pari du développement de la prospérité, ou alors retarder sa marche en avant. Eh bien, Evelyne Benen, au moment où la salle se vide, comme vous pouvez le constater, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et de vous retourner cette antenne en vous rappelant que, à l'instant, les différents chefs d'État et de délégation sont en train de quitter le palais de l'Unité, à commencer par le président de la transition gabonaise, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est en train de quitter le palais de l'Unité à l'instant, raccompagné par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Il est le premier. Vont-ils repartir tous ce soir, ou alors y aura-t-il des départs prévus pour demain? On le saura, mais on peut déjà vous dire que pour le chef de l'État, le président Biya, la journée est loin d'être terminée, parce qu'on nous annonce pour tout à l'heure une audience ici au Palais de l'Unité avec l'un de ses homologues. Vous aurez les précisions
au cours de nos différentes éditions de journaux parlés et télévisés, eh bien, existe donc cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, une session qui a été convoquée donc par les présidents camerounais et président centrafricain, le président en exercice de la CEMAC. À vous, Baladeux, à vous le studio. Merci Yves-Mac Medio, merci à Achou Nienti et à toute la grande équipe de la CRTV déployée au Palais de l'Unité depuis les premières heures ce matin. Merci de nous avoir fait vivre les émotions, les couleurs et également les grandes déclarations de cette journée qui sera inscrite dans l'histoire de la CEMAC. C'est aujourd'hui 16 décembre que les chefs d'État réunis au Palais de l'Unité à Yaoundé au Cameroun ont pris la mesure de la situation économique et financière critique de la sous-région et se sont engagés à mettre en œuvre dans l'urgence des mesures de redressement. Benen Boumagana, nous n'aurons pas eu droit à un langage de bois durant ce communiqué qui a sanctionné les travaux, mais également durant le mot de fin, the closing remarks of the head of state. Of course, you follow the closing remark, and one line I picked, Evelyn, which is a very serious line to me. He said, all of these resolutions should be followed up by concrete actions, which means that the heads of state that are leaving are going back to their countries with a particular resolve to ensure that the follow-up all of these resolutions comes back to what we were saying, Professor Biole, that follow-up with concrete actions is very, very important. If not so, these resolutions, they will stay in the fridge. Tout à fait. Moi, je pense que le président de la République l'a rappelé. Sans action concrète, tout ce communiqué ne servira à rien. Cette séance, d'ailleurs, n'aura servi à rien. Je pense qu'il a été clair. Il a également été clair, et heureusement, les analyses que nous avons faites nous confortent là-dessus, qu'il y a des problèmes d'endettement. Il faut avoir, là c'est le communiqué qui rappelle, un endettement prudent. Il y a des problèmes de dérapage budgétaire. De ce point de vue également, et avec le système financier, il faut vraiment un accompagnement. Il y a des problèmes de gouvernance, il faut accélérer les réformes. Je pense que les trois dits ainsi nous confortent effectivement dans les analyses réalisées. Le président de la République est clair. On n'a pas besoin de lire entre les lignes. Lorsqu'il dit si on ne fait pas tous ces efforts, nous risquons une crise économique et financière. Et moi, je pense que le dit du chef de l'État, c'est suffisamment clair pour dire que la situation est préoccupante. Elle est d'autant plus préoccupante que les mesures prises visent, malheureusement, on l'a dit, l'accélération. Apparemment, il n'y a pas de nouvelles mesures, surtout que le communiqué est clair. Et moi, je pense que ce constat devrait nous interpeller. On dit les progrès sensibles. Quand un communiqué ajoute des qualificatifs comme tels, c'est pour indiquer qu'il y a une insatisfaction. Et au-delà de cela, je crois que c'est également dans le communiqué qu'on dit qu'il faut également produire régulièrement des données budgétaires fiables. Vous avez vu sourire, vous avez vu sourire à ce moment-là. Oui, je me suis dit Madame Bonne Gouvernance. Je me suis dit, il y a de réels problèmes de transparence. Justement dans les données budgétaires. Je pense que la situation est préoccupante, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des perspectives. Et par rapport à ces perspectives-là, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que tout le monde doit être engagé. Contrairement à l'autre communiqué, on a engagé également les bailleurs à les aider à rapatrier les devises des entreprises pétrolières. Et donc, de ce point de vue, il y a une sorte de solidarité. Ce n'est plus simplement les bailleurs en face et puis les autres de l'autre côté, mais c'est que les bailleurs également sont invités à apporter leur contribution. Bien évidemment, il y a des actions pays. Il y a des actions également de la communauté. Donc je pense que c'est suffisamment clair. Il y a de bonnes nouvelles, mais des nouvelles qui demandent des actions. Comme en 2017, il y avait de bonnes nouvelles qui n'ont pas forcément été suivies d'actions. C'est pour ça que la question du monitoring, la question du suivi, la question de la mise en œuvre, la question des compétences, moi je reviens là-dessus. Parce que nous ne croyons pas que les actions vont se poser comme ça de manière intuitive. Il faut des gens capés pour pouvoir comprendre les problèmes complexes. C'est pour ça qu'au niveau du GPE, par exemple, nous avons ajouté, en plus des formations continues que nous réalisons, une formation qui était très importante, la formation en analyse des données. Parce qu'il faut être capable de capter, de capturer les données, et maintenant nous avons d'ailleurs l'intelligence artificielle. De les faire parler. De les faire parler. Il faut avoir des modèles macroéconomiques propres
à un moment donné, se dire qu'est-ce qu'on envisage au niveau de nos différents chantiers. Et moi, je pense que pouvoir mener ces réformes sans avoir besoin de s'appuyer sur des ressources humaines bien formées, des ressources humaines à la limite passionnées, parce que là, on va en guerre, hein. On va en guerre économique. La guerre n'est pas seulement une guerre des armes, mais celle-là, c'est une vraie guerre, parce que on ne nous a pas donné le terme. Mais si peut-être dans 3 ans, nous n'avons pas réalisé ce que nous avons à réaliser, peut-être ce que le président de la République prédit, nous aurons vraiment une véritable crise économique. Je voudrais terminer par là pour ce qui m'a également frappé, c'est que la bonne nouvelle, c'est que pour les pays sous programme, il y aura peut-être décaissement des financements attendus. Tout à fait. La mauvaise nouvelle, c'est que les 3 autres pays devront passer sous ajustement. Sous programme. Ça veut donc dire que tous les 6 pays d'Afrique centrale, d'ici peut-être 1 an, seront sous programme. Et ça veut dire que nous aurons le Fonds monétaire encore pendant quelques années, ce qui n'est pas totalement une bonne nouvelle. Peut-être une obligation en termes de discipline, mais je pense qu'il faut vite faire pour en sortir. Il faut vite faire pour en sortir. Il faut également que, et c'était une interpellation du communiqué, faire en sorte que les réformes et les ajustements proposés par les institutions de Bretton Woods respectent, tiennent compte du social, parce que effectivement les populations de la communauté ne doivent pas être celles qui payent le prix de ces ajustements et des choix qui sont opérés par leurs dirigeants. On peut dire, professeur Viviane Ondoa-Biolé, que finalement vous n'êtes pas trop déçu par cette sortie. Vous attendiez des actions fortes, un engagement, un véritable engagement. D'ailleurs, le président de la République, à son discours d'ouverture en fin de matinée, invitait ses pairs à être engagés et agir. On en prend le chemin quand même. Tout à fait. Moi, je ne suis pas du tout déçu, surtout que les constats qui ont été faits sont les constats. En réalité, lorsque vous avez le diagnostic, vous avez les chiffres, il est difficile de dire autre chose. Moi, je pense que ça a été très franc. Je pense que la situation est préoccupante. Ils l'ont dit, ils l'ont assumé. Ça a également été franc par rapport à l'évaluation qui a été faite, justement, des réformes en cours. Mais surtout, moi, je pense que ce qui devrait attirer notre attention, c'est l'avenir. Maintenant que nous connaissons le diagnostic, quel avenir? Je vous parlais tout à l'heure de l'équipe. Il faut mettre une équipe en place. Une équipe à tous les niveaux. Hein. Moi, je parle d'équipe gouvernementale, je parle de l'équipe au niveau des entreprises, je parle à tous les niveaux. Il faudrait qu'on ait des gens passionnés, engagés. One of the recommendations is that member states should respect the programs. En tout cas, on n'a pas le choix. They stressed on it again, and I heard, that member states should respect the programs. The lack of respect of the programs is what has brought us to this level. Tout à fait. So if they go back and respect the programs, I'm sure that we're not going to be worried about what is going to happen in the years ahead. Tout le monde doit le faire. C'est pour ça il faudrait que ce soit concerté. Justement, c'est pour ça qu'on parlait des dérapages budgétaires. Il y a des décisions souveraines qui ont été prises, mais qui ont un impact au niveau de la sous-région. Je pense que les pays qui ne sont pas sous programme vont aussi observer, parce qu'il faut dire que ceux qui sont sous programme sont un peu obligés. Les autres, peut-être pas autant que cela, mais je pense que l'interpellation visait justement à dire que nous sommes tous concernés. Nous avons un destin commun, effectivement, dans la sous-région. Et puis, enfin, peut-être terminer par là, professeur, cet appel à la diversification de nos ressources, de nos économies, c'est un appel qui revient, pour qu'on ne soit pas dépendant seulement des coûts des matières premières. Voilà, exactement. Surtout que les tendances qui sont annoncées, l'on dit, les tendances ne sont pas favorables. Et ça accentue la fragilité des pays de la sous-région. Je pense que c'est une récurrence, justement. Mais sauf que c'est pas que des discours, hein, il faut agir. Et je pense que le président de la République a été clair là-dessus, c'est que il faut qu'on passe aux actions concrètes. Je pense ici et maintenant, j'ai envie de dire tout de suite, autre élément du discours, il faut accélérer. Alors vous savez, la vitesse, accélérer et consolider. Parce que vous savez, la vitesse c'est un acte de puissance en fait. Il faut quelqu'un qui impulse. Et moi, je pense que le leadership politique qui a été impulsé là devrait nous interpeller maintenant au plan technique. Parce qu'après les chefs d'État, maintenant, il faudra bien rentrer dans les programmes. Et ce qu'ils ont également dit qui pourrait nous interpeller, parce qu'il faut quand même dire que nous allons en même temps mener des réformes de résilience, comme ils ont appelé, j'ai bien aimé le mot, les réformes également, j'ai envie de dire, de consolidation.
j'ai envie de dire, d'ajustements rapides, mais en même temps des réformes structurelles. J'ai envie de dire que c'est quand même des préoccupations intéressantes. Et à côté de cela, il faut préserver la population. Je pense qu'il faut se préparer quand même à faire attention parce que les populations vont le sentir. L'inflation déjà le fait sentir. On a, si vous avez suivi les données de l'INS, les taux de pauvres qui sont accrus, je crois que nous sommes à 6 millions maintenant, alors qu'on était à 4 millions il y a peu. Donc je veux dire, il y aura une grogne. Il faut pouvoir entretenir ceux qui effectivement. vivent avec moins de 1000 francs par jour par exemple, au Cameroun. Voilà. Bien, professeur Viviane Ndoua-Biolé, directeur du programme de formation, de gestion de la politique économique, merci infiniment d'être venu avec nous clôturer, pour ainsi dire, ces travaux du sommet des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenu aujourd'hui au Palais de l'Unité à Yaoundé et qui s'est achevé sur une interpellation à l'action. Benen Boumagana, je pense que la CRTV a tenu son pari également. And I hope that you followed up every item because we are here to bring to you almost every moment and right up to the moment where we got the resolutions and the recommendations that was read out. We've come to the end of this live coverage of the Extraordinary Summit of Heads of State of the CEMAC sub-region. I'm very convinced that in our different news editions and probably programs, we'll get deeper into analysis, deeper into breaking down some of these resolutions so that you get to understand better, beginning with the 7:30 news this evening and the 8:30 newscast. I'm sure you get more information from there. Merci à tous de votre attention. Retrouvez Benen Boumagana dans quelques instants à 19h30 pour le journal en langue française et puis Romuald Tuisengok à 20h. Vous pourrez vous rattraper avec le minuit sur notre antenne et sur nos plateformes numériques. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles mobilisées par la CRTV pour vous faire vivre ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Restez sur la CRTV. Bonsoir.